Très bien. Hop, on démarre. Alors, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de webinaire dédiée aux matières plastiques et à leur mise en œuvre. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien le visuel. Autrement, laissez-moi un message dans le chat et on va commencer. Alors, j'essaie de voir s'il y a du monde. Allez, on y va. Alors, il s'agit aujourd'hui là de notre premier rendez-vous d'une série de 3 webinaires qui va nous amener jusqu'à l'été. Vous voyez ici l'agenda justement avec les prochains sujets. Et vous trouverez cet agenda aussi au format PDF dans la partie documents de votre écran, sur votre écran webinaire. À l'automne, nous proposerons un second volet pour la fin d'année avec 3 à 5 rendez-vous encore à confirmer. On a toujours la même volonté de vous exposer ici des notions de base sur les plastiques, d'approfondir leurs connaissances, leur comportement, leur transformation, afin de nous aider au quotidien à travailler avec des pièces plastiques. Pour rappel, les liens pour inscription sont disponibles sur notre site internet LATI ou sur la page d'actualité LinkedIn. On commence donc aujourd'hui cette série de 3 webinaires avec les thermoplastiques destinés à fonctionner en conditions de frottement et d'usure. Concernant le fonctionnement du webinaire, comptez 50 minutes à 1 heure, vos micros sont coupés. Pour vos demandes ou questions, utilisez le chat pour laisser vos messages et on prendra 5 à 10 minutes à la fin de la session pour y répondre. Je contrôle juste le chat. C'est bon, il n'y a rien. Très bien. Alors, en préambule, l'utilisation des matières plastiques est déjà largement répandue dans le domaine mécanique. Dans le cas du remplacement métal, par exemple, avec des compounds renforcés fibres de verre ou de carbone. Mais on voit aussi de plus en plus la nécessité de répondre à des exigences de cinématique, des pièces plastiques en mouvement avec des géométries complexes, des tolérances dimensionnelles très serrées et à des prix toujours plus compétitifs. On cherche donc à remplacer tant que possible l'usinage par de l'injection plastique, une solution de transformation qui pourrait paraître plus respectueuse de l'environnement, de la santé, mais aussi plus rentable en grande série. Les thermoplastiques autolubrifiés ne nécessitent pas d'huile ni de graisse et peuvent réduire la nuisance sonore. Mais il faut comprendre les phénomènes physiques que sont le frottement et l'usure pour étudier l'influence des additifs lubrifiants et des polymères qu'on utilise dans les compounds. Alors, quelle que soit la pièce que l'on a sous les yeux ou que l'on touche de ses doigts, il n'existe pas de solution de surface totalement et parfaitement lisse, totalement lisse et parfaitement lisse. C'est là qu'apparaissent le frottement et l'usure entre deux surfaces en contact. Et, il s'agit en fait d'un phénomène de comportement superficiel. Alors, on commence par une notion de la rugosité. En mécanique, la rugosité, ça caractérise l'état de surface d'une pièce ou d'un matériau. C'est le résultat de la modification de surface au niveau microscopique qui se traduit par l'apparition d'aspérités, qu'on appelle des pics, et aussi des cavités, qu'on appelle les creux. Et on obtient une ligne moyenne entre le haut des pics et le bas des creux. Pour caractériser la rugosité, on parle du RA. Donc il y a une définition très théorique, c'est la moyenne arithmétique de la valeur absolue des écarts entre les pics et les creux. Et on mesure aussi l'écart par rapport à la ligne centrale qu'on a ici. On parle de pics de valeurs de quelques dizaines de microns. Donc pour faire simple, le RA, c'est l'écart, ici, la formule, c'est l'écart moyen entre les pics et les creux sur une longueur
mesurée. Plus la rugosité de la surface est importante et plus les pics et les creux ont un écart important. Et pour mesurer la rugosité, on utilise des instruments, des rugosimètres, avec un palpeur mécanique, ou des interféromètres qui utilisent un système de mesure optique. Et bien sûr, il y a des normes de référence à suivre. Alors, la rugosité, c'est en fait ces points de contact que l'on a là, qu'on appelle AR, que l'on a entre les deux surfaces, la grise et la jaune. On n'a pas vraiment un contact plan-plan. Cette somme, si on fait la somme des surfaces au point de contact, AR, eh bien cette somme, elle est bien inférieure à la surface théorique ou idéale qu'on appelle AG ici, et qui serait un petit peu la surface idéale plan sur plan. Il y a tout un manque de surface qui n'est pas comptabilisé, et donc effectivement on aurait une surface totale inférieure sur ces points de frottement. Et la quantité de points en contact AR, ici, est dépendant évidemment de la rugosité, hein, de cette différence d'aspérité entre les creux et les pics. Pardon. Mais c'est aussi dépendant des caractéristiques mécaniques du matériau, c'est-à-dire la dureté ou même le module élastique du matériau. Donc c'est une donnée propre des matières plastiques, enfin des matériaux en général d'ailleurs. Et puis aussi de la charge ou de l'effort appliqué sur la surface. C'est clair que si vous comprimez deux surfaces, plus vous déformez localement les pics de contact, hein, plus vous appuyez, plus vous allez déformer les pics ici au contact, et vous allez du coup les écraser pour augmenter la surface de contact. Et cette déformation qui se produit au niveau du matériau peut être soit élastique, donc on se déforme et on reprend la position initiale, soit plastique, donc avec une déformation définitive. Ça, c'est en fonction des propriétés du matériau en question. Les polymères ont plutôt un comportement, on le sait, élastique. Dans ce cas, la surface de contact est en quelque sorte proportionnelle à la charge avec laquelle vous appuyez sur la surface. Et ça se traduit dans la formule. Donc la surface des points de contact de la surface AR est proportionnelle à la charge appliquée avec élevée aux 2/3. Et cette exposante 2/3, en fait, évolue suivant si vous êtes dans le domaine élastique ou plastique. 2/3, c'est pour les matériaux élastiques. Pour le domaine plastique, on serait à 2, on remplace le 3 par le 2, on serait à 2 sur 2, ça fait, je dirais, une proportionnalité complète entre la surface et la charge appliquée. Bon, enfin, ça, c'est pas très important pour la suite. Donc, on repart maintenant avec nos deux surfaces en contact, comme dans le slide précédent, et on applique la charge, pardon, dont nous venons de parler plus précisément, c'est l'effort Fn. Et comme on l'a dit avant, la somme des surfaces au point de contact AR est inférieure à cette situation de contact plan sur plan qu'on a appelé AG précédemment. Cela veut dire que alors la situation, que la sollicitation mécanique que vous avez ici à ces points, à chaque point de contact, elle est énorme et qui peut même dépasser les contraintes limites élastiques et de rupture de la matière. Hein, c'est traduit ici par le rapport que l'on a entre la force et la surface, ce qui donne la contrainte, force sur surface. Et effectivement, plus notre AR est inférieur à la surface idéale AG, comme si j'étais plan sur plan entre les deux surfaces, donc du coup on divise par un nombre plus petit, et donc on a un rapport plus grand, et ce rapport, c'est la contrainte. Alors maintenant, appliquons une autre force, la force Ft qui va sur une des surfaces, et on va, afin de générer un déplacement. Le frottement, c'est l'élément qui intervient entre ces deux surfaces en contact.
donc pendant leur déplacement, de l'un contre l'autre. C'est l'interaction physique ou chimique qu'il peut y avoir entre les deux surfaces des deux matériaux en contact qui génèrent une résistance au mouvement et donc qui résiste à la force Ft. Et cette résistance au déplacement, c'est ça qu'on appelle la friction ou le frottement. On en déduit du coup les coefficients de frottement qu'on appelle mu et qui est égal au rapport des forces entre la force de déplacement et la force d'application verticale. Et ce coefficient de friction, il peut être soit statique, c'est-à-dire pour deux parties, deux surfaces qui sont fixes qui sont encore fixes l'une par rapport à l'autre, ou dynamique si on est dans un système déjà en mouvement. Et ce déplacement, sous l'effet du frottement, va générer des déformations ponctuelles, du stress très ponctuel, et donc de l'échauffement au niveau des surfaces de contact. Pour aller plus loin et dans le détail, le phénomène de friction est généré par deux actions distinctes. Vous avez d'abord un comportement d'adhérence qui intervient sur des surfaces plus planes. On a moins de rugosité totale en surface. Mais du coup, on aura une interaction plus importante de la structure physico-chimique des deux surfaces. C'est limité à une zone de faible rugosité, comme on vient de dire. On voit ici jusqu'à 0,4 microns. D'accord ? Puis, vous avez un autre phénomène, c'est une action de déformation locale qui se produit à partir des rugosités supérieures. Et donc, là où il y a des surfaces plus abruptes, et qui est fonction des caractéristiques des matériaux, et entre autres, le module d'élasticité, l'allongement. C'est l'action mécanique qui permet en fait, ici, de passer et de casser les pics. De ce fait, au point de contact, on obtient des effets induits dans le matériau. Il y a des conséquences. C'est l'augmentation de la température et donc un échauffement. Puis intervient une oxydation thermique, c'est la dégradation de la résine. Et enfin, en finale, vous avez une fusion locale par ici de certaines parties du polymère, c'est ce qu'on appelle les ferrulites, qui sont ces portions semi-cristallines à l'intérieur des chaînes moléculaires des polymères, des chaînes linéaires des polymères. On avait vu ça dans les webinaires précédents sur la composition des matières plastiques. Alors, on a vu dans un slide précédent qu'il existe deux types de frottement possibles. Le frottement statique, qui est fonction, en fait, qui va être en fonction de la force nécessaire pour amorcer un mouvement, pour générer le mouvement. Et puis, vous avez le frottement dynamique, qui est fonction de la force nécessaire pour maintenir le mouvement. Et normalement, le coefficient dynamique est inférieur au statique. C'est vrai que c'est plus facile de garder un mouvement, je dirais, en route que de démarrer le déplacement. Mais les polymères, dans le cas des polymères, on a un comportement différent à cause des propriétés des polymères, et en l'occurrence, cette propriété qu'on a vue aussi durant les webinaires précédents sur les polymères, c'est leur propriété de viscoélasticité. Et donc ce comportement de comportement élastique et plastique, de déformation plastique définitive. Et au niveau des pics de déformation qu'on a vu précédemment, il y a des phénomènes thermiques qui vont intervenir. Et une fois dépassé, si vous vous rappelez un peu, une fois qu'on dépasse la température de transition vitreuse, c'est la fameuse TG, eh bien, la zone amorphe du polymère va changer et va influencer l'état de surface. Normalement, la friction diminue avec la température et la vitesse. Sur le métal, ce serait le cas. Mais pas ici avec les polymères. Le coefficient de friction, il est plutôt affecté par des conditions de fonctionnement limites
que l'on peut traduire dans le graphique avec la pression, la pression ou la charge appliquée en kilos. Plus l'effort est élevé, plus le coefficient de friction est faible. Vous avez aussi des notions de température, c'est-à-dire les effets de la température, on l'a vu précédemment, ça va être fonction du polymère. Si c'est un amorphe, un cristallin, c'est lié au comportement de la TG. Et puis, vous avez la notion de vitesse relative. C'est plus vous avez une vitesse élevée, et plus vous allez avoir un ramollissement de la résine en surface. Donc, on parle aussi de PV limite. Le PV limite, c'est une valeur maxi de la pression qu'on a ici, multipliée par la vitesse, où se produit une certaine instabilité thermique. C'est-à-dire que normalement, pour chaque condition de vitesse et de pression, il correspond une température d'équilibre, où on est stable, dans de bonnes conditions. Au-delà, si on perturbe ce produit vitesse enfin pression par vitesse, on va atteindre une température, on va dépasser la température limite, qui va nous amener à une fusion partielle du matériau et donc la défaillance de la pièce. Donc le PV limite, en fait, le PV, pression vitesse, ça indique la capacité du matériau à supporter des charges et des vitesses élevées. Voilà pour ce qui est du frottement. En résumé, le frottement, ça se définit comme la mesure de la résistance au mouvement entre deux surfaces en contact. L'usure maintenant. L'usure est définie comme une perte progressive de matière par voie mécanique au point de contact des deux surfaces en mouvement, l'une par rapport à l'autre. On met ici en mouvement un corps soumis à une charge Fn, comme on a vu précédemment, et on lui applique une vitesse et une durée de déplacement T. Et on obtient, alors on l'a mis au-dessus, on obtient un volume désigné W qui est la valeur, le volume de matériaux qui disparaît pendant le mouvement, c'est l'usure. Et W, donc le volume augmente si la pression appliquée augmente. Et ça vaut aussi pour la vitesse, si la vitesse ou la durée augmente. A contrario, W diminue si la dureté de la matière, de la surface, augmente. Pardon. Alors, de là, on va en déduire deux grandeurs physiques. C'est purement de la théorie, c'est pas la peine de s'attarder dessus, mais c'est juste pour montrer de quoi on parle, parce que c'est un élément, une caractéristique, une propriété qu'on va utiliser par la suite. Vous avez donc tiré de ce déplacement, on va en tirer le coefficient d'usure K, qui est un nombre sans dimension, et qui inclut dans la formule, vous voyez, on a une dépendance à la dureté H et au volume d'usure, principalement. On va en déduire aussi le facteur d'usure. Et le facteur d'usure, lui, il est intéressant car il intervient, il tient compte du coefficient de frottement, de friction, sur la distance de déplacement, mais il tient compte aussi des caractéristiques du matériau, c'est-à-dire sa contrainte à la rupture, son allongement. Et ça, c'est important. J'ai oublié de dire aussi la différence entre les deux, c'est que dans le cas, le coefficient d'usure, ici, la dureté intervient, mais elle intervient que pour un seul des matériaux. Donc, c'est pas très représentatif. Alors qu'ici, on va avoir une valeur de facture d'usure, enfin, une propriété plus réaliste. Et c'est celle qu'on utilise et qu'on va voir sur les fiches techniques LATI et plus généralement pour tout le monde. Alors, que se passe-t-il au niveau microscopique pour l'usure? Eh ben, on peut identifier deux mécanismes d'usure.
Vous avez d'abord l'usure par adhésion, c'est la rupture des liaisons à l'interface des deux surfaces en contact. Il y a une déformation plastique, hein, des micro-soudures qui vont se former, et ce sont ce qu'on appelle les jonctions adhésives. Il y a transfert de matière causée par la chaleur et donc l'usure du matériau à la longue comme conséquence. Vous avez ensuite l'action de déformation locale, donc c'est une usure par abrasion, ça amène une usure par abrasion, c'est l'enlèvement de matière en surface causé par le contact avec des particules plus dures. Une déformation plastique donc qui intervient en formant des petits morceaux, des micro-copeaux, des sillons, un peu comme le labourage, quand on fait une opération de labourage de la terre, et le matériau le plus dur coupe le matériau le plus tendre. On peut avoir deux situations qui en découlent, c'est de la fatigue à la longue, on arrache continuellement de la matière avec la production de particules, et finalement on arrive jusqu'à la rupture de la pièce. C'est typiquement le cas pour des résines vierges, comme le pomme par exemple. Et puis il y a un phénomène d'abrasion aussi, accentué par un corps tiers. Par exemple, on peut avoir des particules étrangères dures qui viennent se loger entre les deux surfaces et qui détériorent le matériau plus tendre. Donc ça peut être des résidus de fibres de carbone ou de fibres de verre qui se détachent des compounds, voire aussi des grains de sable qui viennent interférer. Donc pour résumer, l'usure, ça se définit comme l'enlèvement mécanique de matière à l'interface entre deux corps coulissants. Et c'est fortement influencé par l'état de surface, la rugosité, mais pas que. Alors, pour faire un petit peu un premier résumé, on a ici un dessin de Léonard de Vinci qui a été le premier à étudier les phénomènes d'usure et de frottement, il y a plusieurs centaines d'années. Et donc pour conclure sur ces notions élémentaires du frottement d'usure et de frottement, on peut dire que on a affaire à des phénomènes qui ne sont pas stables dans le temps. Ça peut évoluer en fonction des conditions de travail et de l'environnement. Ça dépend aussi de la rugosité des matériaux, mais aussi directement des propriétés chimiques des polymères, si c'est amorphe, cristallin. Sans oublier des conséquences, des répercussions importantes auxquelles il faut s'attendre dans notre application. On peut avoir une augmentation de la température à l'utilisation par la production de chaleur au point de contact. On génère aussi des vibrations, donc des nuisances sonores, c'est la bruyance. Et en final, on dégradera le matériau et on perdra du rendement dans notre système de transmission. C'est clair. Alors, pour déterminer les propriétés tribologiques chez la tille, on utilise un instrument, c'est le tribomètre. C'est un banc d'essai qui mesure le coefficient de frottement et le facteur d'usure sous des conditions bien déterminées, hein, de charge, de vitesse, dans une enceinte tempérée, avec une hydrométrie stable, etc. On peut choisir la géométrie du dispositif, c'est-à-dire ça peut être une rondelle de frottement qu'on appelle, c'est la méthode thrust washer en anglais. Donc une rondelle de frottement avec le matériau à tester qui est mis en rotation sur un disque de référence en métal, mais ça peut être aussi une bille acier qui vient en contact d'un disque de matériau à tester, ce qu'on appelle le ball to disc, ou encore ça peut être une pointe, comme ici, une pointe sur le disque en rotation, c'est pin on disc, et c'est justement la méthode Lati aujourd'hui qu'on utilise depuis quelques temps. Et ça donne le profil que vous voyez sur la photo ici. Hein, ça vient donc la pointe vient appuyer et tourner et générer ce profil de dégradation en surface. Mais après, il faut aussi définir le type d'éprouvette. Donc, généralement, c'est des rondelles, des disques qui font un diamètre de 40 mm, une épaisseur de 3 mm, mais vous avez aussi la charge de pression à appliquer, la vitesse de rotation
du disque, vous avez la durée de l'essai qui peut aller jusqu'à 100 km par semaine. Donc tout ça, il faut définir des méthodes de test, et puis vous avez bien évidemment des standards de normes à suivre. Donc il y en a deux que l'on utilise, c'est pour établir le coefficient de friction et le facteur d'usure. Et en fonction de ça, avec les conditions de pression, de température, les vitesses, eh bien on va calculer l'ensemble des propriétés dont on a besoin. On obtient à la fin, aujourd'hui, avec ce système nouveau tribomètre que l'on a, on va être capable de mesurer pendant l'essai, avec un thermocouple, on va mesurer la température durant l'essai, et en finale, on obtient ce graphique avec la température, et puis qui nous donne le volume de matériaux perdus, disparus, enlevés, pour finalement en déduire les coefficients de friction dynamique, et puis le calcul du facteur d'usure. Donc attention à ces tests, hein, il faut pas transposer tel quel dans la réalité, parce que c'est très conditionné avec les paramètres. Il faut plutôt prendre ça comme un test comparatif d'une matière à une autre, et qui soit surtout dans les mêmes conditions de test. Alors, en finale, on voit là ce qu'on obtient, hein, c'est la datasheet. Donc là, une fiche technique de chez Lati. On a vu, je l'ai dit juste avant, hein, la tribologie n'est pas liée qu'à la nature du matériau et de son état de surface et de sa rugosité, mais elle est influencée par les conditions d'environnement, de température, la charge, la vitesse. Et c'est comme ça pour les essais ou dans l'utilisation finale de la pièce. Et ces valeurs de frottement et d'usure indiquées dans les fiches techniques doivent être utilisées avec précaution. Donc, il faut plutôt, comme je le disais, considérer ces valeurs. Ces valeurs sont plutôt à comparer avec d'autres matériaux lubrifiés ou pas, mais pas à considérer comme des valeurs absolues. Voilà, c'est difficile de les utiliser telles quelles en conception. Il faut mener des tests sur pièce. Il n'existe pas de règle générale pour sélectionner des matières selon leurs propriétés. Il n'y a pas une adéquation à tel ou tel emploi. On peut cerner quelques familles, quelques idées. C'est très empirique en fait ce que je veux dire. Il faut même reconsidérer à chaque fois l'ensemble du cahier des charges. Il peut toujours y avoir une évolution, une particularité entre une application et une autre application similaire. Et puis enfin, attention à la norme des méthodes de test, qui peut être différente, surtout d'un fournisseur à l'autre. Donc, c'est pas simple de comparer sur papier deux matériaux. C'est là un réel souci d'ailleurs. Alors, voyons ici quelques constats sur la configuration possible de couples de matériaux ou des idées à suivre en fonction de leur coefficient de frottement. Déjà, utiliser des couples de matières de nature différente, plus durs, plus tendres, ça c'est important. La lubrification apporte énormément, ça on le voit ici, si vous comparez la lubrification efficace entre l'acier et l'acier lubrifié, on passe d'un acier à 0,74 de coefficient à 0,12 avec le lubrifié, avec de la lubrification, pardon. Les polymères sont aussi des lubrifiants. On peut les utiliser donc comme additifs, comme le PTFE. On se rend compte que le PTFE a un coefficient de frottement qui est très bas, mais le polyamide est aussi naturellement un polymère, un matériau qui a un coefficient relativement bas à 0,2 au lieu de 0,74 pour l'acier. Le choix des polymères aussi, parce qu'on se rend compte que les polymères amorphes, comme le polystyrène ici, les polymères amorphes ont plutôt des coefficients de frottement relativement élevés, 0,8, alors qu'un POM ou un PA66, on est plutôt sur des semi-cristallins, on est inférieur à 0,2. L'inertie chimique aussi est importante. Des produits des matières, des polymères qui ont une très bonne résistance chimique, peut aider à réduire le frottement, et on le voit sur le POM, sur le PIC, par exemple, c'est le cas, ça peut être le PIC, ou le PTFE qui est très
naturellement très bon en termes de résistance naturelle aux produits chimiques. Vous avez, bon ça on l'a déjà dit, hein, le choix de matériaux, on l'a dit juste avant, il faut choisir des matériaux de nature différente, durs et tendres, hein. C'est ce qu'on voit entre l'acier et acier, on est à 0,74 de coefficient de frottement. Si on change de couple et on prend l'acier sur du pomme, on passe à 0,16. Donc c'est important, voilà, de mixer le couple matière. Et puis enfin, il n'existe pas forcément qu'une seule combinaison de matériaux. Dans les pièces en frottement, on peut avoir des solutions, des couples de solutions différentes, et qui peuvent aboutir à un résultat identique ou tout aussi satisfaisant. Alors, la lubrification permet de la réduction du frottement et de l'usure, on le sait, hein, en interposant une substance tierce entre les surfaces en mouvement, c'est le lubrifiant, qui va empêcher le contact direct des surfaces. Mais ça a quelques contraintes. C'est déjà les lubrifiants, ça sèche avec le temps, donc ça peut générer des dysfonctionnements. Il peut s'accumuler de la poussière, des particules pour former des pâtes abrasives. Du coup, ça nécessite de la maintenance régulière et puis ce sont des solutions qui ne sont pas forcément respectueuses de l'environnement. Donc, on cherche à remplacer ces lubrifiants par des solutions dites à sec, comme par exemple l'utilisation du bronze pour les métaux. Et maintenant, on cherche des matières thermoplastiques auto-lubrifiées. Alors, chaque résine présente des propriétés tribologiques particulières, on l'a vu, en fonction de leur chimie propre, la morphologie des chaînes moléculaires, cristallinité, propriétés mécaniques, de surface, etc. La dureté, le module, etc. Donc, et selon mon cas, on a affaire à un phénomène plutôt, on a vu, d'adhésion ou de déformation du polymère, voire les deux. Alors, en général, pour réduire la friction et l'usure, il faut privilégier des polymères avec des propriétés naturelles adaptées. Par exemple, on l'a vu, l'inertie chimique, la cristallinité, la résistance thermique et mécanique. On voit ici, sur ce petit graphique, j'ai essayé de positionner des familles de produits plus ou moins adaptés suivant leur comportement au frottement et à l'usure. On retrouve dans les polymères très satisfaisants, on retrouve le PTFE, le PE aussi, et le PIC et le pomme, qui sont des résines, on va dire, idéales pour la résistance à l'usure et réduire le frottement. Au niveau intermédiaire, on a la famille des polyamides. Alors, ça peut être des PA6, PA6, PA4,6, PA9T aussi, et le PBT, qui offre intrinsèquement un bon coefficient de frottement, mais une plus faible résistance à l'usure, on va dire, surtout à basse température. Par contre, vous avez ici une famille de résines amorphes qui ne sont pas très appropriées naturellement aux applications de frottement, surtout à des températures élevées. Donc maintenant, voyons comment améliorer ces performances tribologiques des plastiques, les performances naturelles des plastiques, en ajoutant des additifs, souvent même deux, voire trois dans certains cas. Alors, à commencer par le PTFE, qui est le plus standard, le plus, on va dire, courant additif utilisé. Le PTFE, c'est un polymère de poids moléculaire élevé qui offre un frottement parmi les plus bas de tous les matériaux. Et les contraintes qui se développent au niveau des surfaces en contact pendant le mouvement provoquent en fait un délaminage de la matière et des particules de PTFE ici vont remonter en surface pour remplir les cavités de contact. Il faut donc une petite période de rodage afin de laisser le temps de former cette petite couche superficielle autolubrifiante. Et en finale, on réduit la rugosité de surface et on améliore donc le glissement. Alors, les meilleurs résultats sont obtenus avec des concentrations de 15% de PTFE, plutôt pour les résines amorphes, et on peut monter jusqu'à 20% dans les polymères semi-cristallins, et dans lequel on peut ajouter du renfort fibre de verre ou fibre de carbone.
Alors, il y a un phénomène avec le PTFE, c'est le coefficient de friction statique et dynamique sont assez proches. On avait vu tout à l'heure à 0,04. Ils sont assez proches. Ça peut se traduire par des défauts de continuité durant le mouvement des pièces en contact. C'est-à-dire entre le démarrage, la phase statique et la phase dynamique. Et on appelle ça le stick and slip. C'est-à-dire ça glisse et puis ça colle. Donc ça va brouter un peu en fait au démarrage. Et pour remédier à ça, on peut ajouter du silicone, de l'huile de silicone avec le PTFE, et ça va améliorer cette phase de démarrage, de passage du statique en dynamique. Et ça, on va le voir aussi après avec le silicone. Après, donc ici, juste un résumé un petit peu des intérêts d'emploi du PTFE. Deux points importants, problématiques. Le PTFE a tendance à se dégrader à l'injection sous certaines conditions de transformation, de température, vitesse, et ça forme du dépôt, une pellicule dans les moules, ce qui oblige à nettoyer, à passer en maintenance plus souvent les moules, et c'est particulièrement le cas avec les PA. L'autre point négatif, c'est sa toxicité, et particulièrement la présence de substances fluorées. Il s'agit d'un halogène. Et à savoir, en 2020, il y a eu la Commission européenne avait annoncé des restrictions de substances qui interviennent dans le PTFE, là, ce qu'on appelle les PFOA, ce sont les perfluorooctanoïques, et qui sont présents dans le PTFE. Et une directive visait à limiter la quantité de ces substances dans le PTFE à un certain nombre de particules, 25 particules par milliard. Après, ça a été amendé, et puis là, ça devrait revenir d'actualité pour 2022. Donc, aujourd'hui, on cherche, dans certains cas, à essayer de se passer du PTFE. Les huiles de silicone, c'est un lubrifiant dispersé dans le polymère ou un compound à hauteur de 1 à 2%. Au fil du temps, en fait, le silicone migre à la surface dès que la pièce plastique entre en mouvement. Puis, on a une mince couche de silicone qui se forme entre les deux surfaces en contact et de façon permanente. Et donc on va utiliser des huiles à haute densité qui forment plus facilement ce film protecteur ou ce film persistant qui couvre la surface de la pièce. Et le silicone réduit considérablement donc le coefficient de friction et le facteur d'usure. Et comme je l'ai dit avant avec le PTFE, on a une très bonne synergie, justement du silicone avec le PTFE qui va réduire ce phénomène de broutage, ce qu'on appelle le stick and slip du PTFE. Voilà, donc en résumé, on va utiliser le silicone pour des pièces qui fonctionnent sous des conditions de plus faible pression, mais à des vitesses élevées. Ça, c'est possible. Alors, on en arrive à un additif très important, c'est le bisulfure de molybdène et le graphite aussi, qui ont une morphologie assez similaire. Le bisulfure de molybdène, on appelle MOS2, c'est une poudre ajoutée dans le polymère à 1 ou 2% en masse. Il est plutôt compatible avec les polymères semi-cristallins, particulièrement le PA et le POM, parce qu'il agit comme un agent nucléant. Il favorise la formation de ces petites portions semi-cristallines, ce qu'on appelle les sphérulites, on en a parlé tout à l'heure, à l'intérieur du polymère, et ça va le développer aussi encore plus dans les zones amorphes, ce qui va augmenter la phase cristalline en fait. Et ce phénomène se produit surtout dans la zone de refroidissement rapide, en surface de la pièce moulée, qui est la zone en contact. Et le bisulfure va remplir aussi les microcavités de surface et réduire ainsi l'action d'abrasion due à la rugosité de la surface. Donc le MOS2 améliore significativement le facteur d'usure et le PV limite dans des conditions de pression et de vitesse assez modérées, mais c'est moins intéressant pour son coefficient de frottement. Il est particulièrement adapté aussi à des pièces en frottement sur le métal, car le MOS2 contient du soufre
qui interagit fortement avec la surface des métaux et donc qui réduit l'usure par adhésion. C'est un très bon rapport prix-performance, hein. La première étape à essayer dans les applications autolubrifiées standard. Il s'associe très bien à la fibre de verre de 30 à 50%, avec du PA6, du PA66, voire même du PPA. Vous avez ensuite, dans la même morphologie, le graphite. Lui aussi possède une structure cristalline en couche qui permet le glissement des lamelles parallèles l'une contre l'autre. C'est là un comportement particulièrement adapté et même décuplé dans l'eau pour améliorer la tribologie d'une pièce plastique immergée. Le graphite peut être considéré comme une charge minérale. On peut donc mouler des pièces avec une très bonne stabilité dimensionnelle sans trop de... Par contre, il y a une conséquence de perte significative de performance mécanique, hein, en fluage, tenue au choc. Par contre, le graphite réduit le coefficient de frottement et le facteur d'usure, et on l'utilise dans des conditions de faible vitesse et de faible pression, hein, parce que ça résiste pas très bien à la charge verticale. Et en plus, le graphite est conducteur, donc on profite de ses propriétés antistatiques. Voilà, on l'utilise. On l'utilise entre 20 et 70%, mais on l'utilise plus dans des petites proportions et on l'associe aussi avec du PTFE ou de la fibre de carbone dans certains compounds de tribologie. Et puis il existe encore une substance, on va dire, de morphologie équivalente, enfin similaire, et qui a une structure aussi lamellaire, similaire au graphite, c'est le nitrure de bore hexagonal, et à utiliser avec des renforts, qu'on peut utiliser aussi avec du PTFE, mais il s'agit encore là de formulations très récentes, encore en développement, mais prometteurs parce que par rapport au graphite au bisulfure, on peut le colorer, on verra après, mais c'est encore des prix importants, donc on essaye vraiment de faire des formulations, de développer des formulations très spécifiques. Donc rappel des avantages du graphite et du MOS2. Important sur les compounds lubrifiés bisulfure, ce que j'ai dit, ou graphite aussi, hein, ils ne sont pas colorables, hein. Au naturel, vous avez des compounds qui sont plutôt noirs, gris foncé, anthracite. Donc pour des couleurs spécifiques, il faut basculer sur du PTFE ou le nitro de bore qu'on vient de voir. Aussi, les compounds bisulfure sont très intéressants car on en ajoute très peu, hein, 1 à 2% d'additifs. Du coup, on garde de bonnes propriétés mécaniques et aussi des retraits au moulage très proches d'un grade équivalent non lubrifié. Et donc, du coup, on l'utilise très couramment avec le POM ou le PA66, non chargé, mais on peut aller aussi sur des grades chargés. Il existe des polyamides, 30%, 35%, 50% fibre de verre. Donc, contrairement aux fibres de carbone, la fibre d'aramide n'améliore pas les caractéristiques mécaniques et n'augmente pas la dureté de surface, hein. C'est une morphologie, c'est leur chimie qui s'oppose fortement à l'abrasion, à l'action d'abrasion entre les surfaces de contact. Par exemple, ça accepte très bien les petites particules abrasives qu'on peut retrouver dans les zones de contact. Et le coefficient de friction est amélioré, hein, par l'association à du PTFE. Du coup, c'est particulièrement efficace dans des cas d'emploi pour des bonnes résistances à l'usure et très faible résistance au frottement. Par contre, ça apporte pas de propriétés mécaniques et c'est pas efficace avec des renforts et des renforts de fibre de verre ou de carbone. C'est pas associable. Sinon, ça réduirait les qualités naturelles de l'aramide avec sa souplesse naturelle de surface. Donc c'est plutôt particulièrement adapté à des conditions de pression et de vitesse qu'on peut retrouver dans les paliers de guidage, les rondelles de frottement, des engrenages, bien sûr. Alors ce qui est intéressant avec l'aramide, c'est que ça garantit vraiment une usure extrêmement faible des pièces plastiques moulées en mouvement, mais que ce soit sur des matériaux en contact plastique contre métal
que plastique. Et même sur des plastiques renforcés, des compounds renforcés fibre de verre ou carbone. Donc idéalement, on va retrouver ces compounds avec de l'aramine, mais ajouté avec du PTFE, et on va les associer à des polymères, POM, polyamide, le PPA, le PIC, des résines avec déjà de bonnes caractéristiques tribologiques. Généralement, on met 15 à 20% d'aramide et 10% de PTFE, le cas échéant. La fibre, on connaît bien les fibres de carbone, utilisées comme renfort pour augmenter les performances mécaniques des pièces moulées. Mais contrairement à la fibre de verre, la fibre de carbone est moins abrasive. La structure carbonée des fibres apporte aussi des propriétés de conductivité thermique, en fait, qui permet à la pièce moulée de dissiper plus efficacement la chaleur produite durant le frottement. On réduit du coup le facteur d'usure et le coefficient de frottement. De façon générale, plus générale, les compounds renforcés fibres réduisent significativement le phénomène d'adhésion des surfaces de contact parce qu'on a une dureté superficielle plus élevée de la pièce moulée. Et donc, on a moins de contact et de contraintes sur le polymère. On a plus à faire une action d'usure par abrasion, car on empêche en fait la rupture de ces aspérités, de ces pics en surface au niveau des points de contact. Donc, on ne va pas pouvoir lisser la surface avec une couche intermédiaire de matière à plus faible coefficient de frottement, plus tendre. Dans le même temps, donc cette dureté superficielle plus élevée sur les pièces moulées peut provoquer aussi l'usure accélérée des autres pièces en contact. Donc, il faut faire attention. Pour contrer ce phénomène, ce défaut, on peut ajouter du PTFE et on retrouve fréquemment des ensembles cinématiques dans des ensembles cinématiques pour faire des applications de frottement. On utilise beaucoup ce genre de compound avec 10-15% de PTFE et 15 à 30% de fibre de carbone. Généralement, c'est des polymères PA6, PA66 surtout, PPA, des PPS, des PIC. Et dans ce cas, on allie des performances mécaniques, tribologiques, thermiques même, dans le cas des PPS ou des PIC. Sans oublier la propriété de conductivité électrique qui permet de dissiper plus facilement les charges électrostatiques accumulées pendant le fonctionnement des pièces. Ça peut être un bien comme un mal. Sur les applications électriques, on ne pourra pas forcément utiliser ce genre de produit qui est conducteur. Mais ça reste une solution très intéressante pour améliorer le rapport pression-vitesse, c'est-à-dire à travailler à des conditions de pression et de vitesse élevées. Pour des applications structurales, on peut monter à 30% de fibre de carbone pour le remplacement métal. Enfin, pour finir, un nouvel additif lubrifiant plutôt intéressant pour le futur, c'est le polyéthylène à ultra haut poids moléculaire. C'est un polymère ayant des propriétés comparables à celles du PTFE. On en entend de plus en plus parler car il peut remplacer le PTFE comme additif, à condition de rester sur des températures de transformation de la matrice de base qui ne dépassent pas les 300 degrés. Donc c'est plutôt à utiliser avec des PA, des PBT, mais pas des pics. Un aspect important et l'intérêt majeur du PE par rapport au PTFE, c'est que le PE ne contient pas d'halogène fluoré comme le PTFE. Donc c'est moins toxique et plus conforme aux réglementations sur les substances dangereuses. C'est un produit halogène free. Donc ça a plutôt le vent en poupe. Juste cette vue pour vous montrer l'influence des polymères techniques les plus courants pour des applications techniques. Vous avez le POM, ici le PBT, pardon. Naturellement, on voit un bon coefficient de friction, c'est le plus faible qu'on ait. Dès qu'on ajoute du PTFE dans toutes les résines, on constate un gap relativement important. C'est en bleu foncé. Et c'est mieux encore si on ajoute du silicone, un mixte PTFE silicone. Concernant l'usure, le POM est aussi vraiment un bon polymère naturellement, comme résine vierge. Il faut ajouter aussi du PTFE dans le PA, dans le PBT, pour arriver à un niveau meilleur.
voire aussi, on peut ajouter de la fibre de carbone ici sur le PA66 pour avoir des performances optimales sur le facteur d'usure. Voilà, c'était juste un petit test comparatif. Ensuite, ce slide pour vous aider à positionner les choix possibles des additifs selon les polymères pour formuler des compounds adaptés à notre application. Évidemment, pour avoir des prestations mécaniques les meilleures, il faut ajouter des renforts. On peut ajouter des renforts de fibres, de verre ou de carbone. La charge minérale, elle est plus là pour la stabilité dimensionnelle, pour des tolérances géométriques précises dans certaines applications. Et on voit que, alors évidemment, on peut renforcer la plupart, normalement on peut renforcer la plupart des thermoplastiques techniques. Alors, concernant le PTFE et le silicone, bah, on peut les appliquer très largement à tous les polymères, du PE jusqu'au PIC, avec ou sans charge ou renfort. L'aramide, on l'a dit, s'utilise avec la plupart des résines, mais vierge, sans charge ni renfort. Et on peut le combiner aussi avec du PTFE. Ça, c'est optimal avec le PTFE. Mais par contre, pas de charge au fibre de verre ni de carbone, sinon ça enlèverait, ça viendrait alterner sa propriété de surface assez souple en surface, et il n'y aurait plus d'intérêt à utiliser de l'aramide. Enfin, ce serait plus aussi performant. Après, vous avez le bisulfure de molybdène, donc j'ai un produit très répandu, c'est vraiment le produit à essayer en premier sur les applications, si on peut se le permettre, et par contre qui est exclusivement réservé aux résines polyamides et le pomme. Et le PPA aussi, hein. Là, il ne monte pas jusqu'au PPA, mais on peut monter jusqu'au du PPA avec fibre de verre, qui est relativement intéressant, et qui va s'utiliser sur des plastiques renforcés fibre de verre ou vierge. On peut le combiner aussi avec du PTFE dans certains cas. Et puis vous avez le graphite que l'on utilise avec les polymères techniques du PA au PIC. On retrouve sur le marché des compounds lubrifiés que l'on appelle typiquement les gras de frottement, et qui sont constitués en fait d'un mixte de PTFE, de graphite et de fibre de verre, et à pourcentage équivalent, 10%, 10%, 10%. Et c'est surtout dans les pics et les PPS qu'on retrouve ce genre de grade. Pour finir, quelques références usuelles de compounds que l'on retrouve plus couramment sur le marché pour des pièces plastiques techniques en injection. À commencer, alors j'ai mis donc la famille de produits et d'additifs, et puis en dessous vous avez la référence en exemple, une référence LATI. Donc on a commencé en bas sur un niveau de prestation, je dirais général, assez d'entrée de gamme, on va dire, d'entrée les plus basiques. Ce sont des grades très simples, polyamide ou pomme, avec du bisulfure de molybdène ou du PTFE et PTFE silicone. Voilà, donc une résine vierge, un additif. Et là, bah voilà, on va aller sur des bisulfures qui va aller sur un petit peu plus de résistance à l'usure. Vous avez au niveau intermédiaire, après, on va introduire des produits avec on va monter un petit peu en performance, des produits polyamides avec du bisulfure de molybdène, plus de la fibre de verre. Donc là, on va avoir des caractéristiques mécaniques, là des produits qui vont rentrer dans le remplacement métal véritablement. On retrouve beaucoup ça dans des applications d'embrayage avec traitement sur métal. Ça peut être du polyamide jusqu'à 50% de fibre de verre, mais ça peut être aussi, je parlais tout à l'heure du PPA, fibre de verre avec bisulfure de molybdène. Vous avez le PTFE et le graphite, plus de la charge minérale. Ça, c'est intéressant dans les applications immergées comme les compteurs d'eau, sur des pièces qui doivent avoir d'excellentes tolérances dimensionnelles et qui sont en frottement immergées dans l'eau. Et puis en haut, vous avez des charges, des combinaisons de charges plus complexes. Pour des applications plus pointues, vous avez la fibre d'aramide avec un mix de téflon qui vont résister à l'usure, et avec de très bonnes
de très bons résultats. Vous avez des grades assez répandus qui sont des polyamides, des PPS, des PBT même. Très répandus, c'est la combinaison de 15% de PTFE et 30% de fibre de verre. Donc là, c'est frottement, usure, résistance mécanique. C'est assez passe-partout, on le retrouve assez couramment. Et puis le top des tops, c'est grade frottement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un mixte de équivalent de 10% de PTFE, 10% de graphite, 10% de carbone, de fibres de carbone, qui vont où là on va pouvoir retrouver ce genre de produit sur des applications de pression et de vitesse élevée, comme des butées d'induits de moteurs électriques. On a une pression constante avec des températures élevées d'utilisation en continu. Voilà, j'ai fini maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez dans la partie documents du webinaire aussi, avec l'agenda, vous trouverez une documentation que j'ai ajoutée sur nos compounds autolubrifiés et qui s'appelle les Latilubes. Et c'est une brochure qui regroupe un ensemble des compounds thermoplastiques les plus courants avec leurs propriétés et bien sûr leurs données tribologiques. Et vous pouvez aussi télécharger les fiches techniques directement, les fiches techniques matières directement en ligne sur notre site, sur notre matériothèque, en allant sur www.lati.com. Et vous pourrez comparer plus facilement les propriétés tribologiques, mécaniques, d'un grade à l'autre, justement. Voilà, donc je contrôle si vous avez des questions. Et chat. Alors, questions et chat. Écoutez, je ne vois pas de questions. Donc, ah, si. Voilà, ça arrive. Quels sont les grades utilisés usuellement, généralement en automobile, les grades en automobile? Eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour les applications assez standards, beaucoup de pommes, bisulfure de molybdène. Après, vous avez le pomme amélioré 20% téflon, ça c'est très courant. Vous avez après des applications plus structurelles, alors typiquement dans l'embrayage, tout ce qui est friction, vous avez beaucoup de polyamide 30%, 35% fibre de verre. Ça, c'est très courant, parce que c'est vraiment un grade économique aussi et qui apporte satisfaction pour améliorer un peu la tribologie des polyamides 30% fibre de verre classique. Après, sur des applications plus friction, d'engrenage, de transmission, vous avez beaucoup le polyamide de 15% téflon, 30% fibre de carbone ou 30% fibre de verre. Mais fibre de carbone apporte, je dirais, sur la résistance à l'usure. Ça, c'est intéressant. De façon générale, n'oubliez pas que le pomme, tel quel, on l'utilise beaucoup déjà pour ses qualités de frottement. Donc là, ce sont des applications où on veut encore aller au-delà des caractéristiques naturelles du pomme. Après, on va monter sur des applications un peu plus en tenue température. Et là, dès qu'on veut de la tenue température en plus de la tribologie, on va aller sur des PPS. Donc des PPS qui sont des PPS mix avec 10-15% de téflon et soit de la fibre de verre, soit de la fibre de carbone. Et après, on va monter encore. Alors, en niveau intermédiaire, on commence à voir aussi on a des grades dans les boîtes de vitesse, choses comme ça. On peut avoir des PPA pour le PPA avec de la fibre de carbone, la fibre de verre, pardon, et du téflon, du PTFE, excusez-moi, le téflon c'est une marque. Et puis après, plus
plus occasionnel, c'est sur les butées d'induit, je vous parlais tout à l'heure. Le PIX, c'est quand même beaucoup plus occasionnel dans l'automobile. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Et il peut exister aussi d'autres solutions de matières équivalentes. Mais voilà, c'est tant que possible rester sur des pommes et les polyamides et avec bisulfure de molybdène. Voilà. Après, on peut évoquer, on peut aller plus précisément si vous avez des idées. Voilà. Bon bah, je crois que c'est tout comme question. Et bah écoutez, dans quelques jours, vous recevrez un lien avec le replay, les slides de présentation en PDF, hein, et aussi le résumé des questions-réponses de la question. Cependant, si vous avez d'autres demandes, hein, n'hésitez pas à m'adresser vos demandes par mail et puis je vous répondrai. Et je conclus donc en vous annonçant la suite de nos webinaires avec le deuxième rendez-vous à la fin du mois, le 29 juin, un sujet sur les matières plastiques dotées de propriétés permettant de détecter euh, par système magnétique ou rayon X des particules métalliques. C'est comme à l'aéroport hein, pour détecter les métaux. Mais là, c'est plus réservé au secteur agroalimentaire ou pharmaceutique. Donc pour rappel, hein, les liens d'inscription sont disponibles sur notre site internet ou sur la page LinkedIn de LAT. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée en vous remerciant encore. Au revoir.